Bonjour tout le monde, une petite vidéo pour répondre à cette question, quelle dimension donner à votre enseignement ou à vos enseignements. J'ai pris cette métaphore, le tableau de Kandinsky un peu abstrait. Disons que votre enseignement ce sont des ronds, vous voyez, on peut avoir différentes dimensions. L'idée de ce propos c'est ça. La première chose c'est le temps. Quand on fait une formation, on a à gérer le temps. L'unité de temps c'est être synchrone, être en même temps dans une salle avec des gens. Donc maintenant, ils sont devant vous. Ça, c'est un type de formation. C'est là-dedans qu'on a été, nous, formés en formation présentielle. On se retrouve en même temps dans une salle. Mais là, en ce moment, vous n'êtes pas en même temps que moi. Là, je suis en train d'enregistrer une vidéo. Je suis à un endroit. Si vous la regardez, vous êtes ailleurs. Vous n'êtes pas ici avec moi dans cette salle. Vous allez la regarder plus tard. Mais déjà, on peut imaginer les interactions pour plus tard. La vidéo est disponible, vous pouvez mettre des commentaires sous la vidéo, vous avez mon lien sur mon profil, vous pouvez m'envoyer des messages, on peut se répondre. Donc ça peut marcher aussi, mais on n'est pas dans le même temps. On n'est pas dans une unité de temps. Ça se scénarise, ça se prépare, c'est pas tout à fait la même chose. Ah oui, on parle de mode asynchrone. Autour du temps, la durée. Quelle va être la durée de votre formation? Est-ce que vous êtes sur un format plutôt court ou sur un format plutôt long? Donc là aussi, c'est pas la même dimension, c'est pas les mêmes façons de présenter les choses, les mêmes documents qu'on met à disposition. Je suis un peu extrémiste là. Ça peut exister, hein, mais donc d'architecturer les choses, c'est pas du tout le même travail que vous allez vous impliquer et de ce que vous allez demander à vos élèves. C'est pas vos apprenants. C'est pas du tout la même chose. Donc cette dimension de durée de la formation est importante. La distance. Est-ce que les apprenants, les élèves sont avec moi ici ou ils sont ailleurs? Donc là, je suis à PK0, à peu près. Donc ça, c'est pour les Polynésiens. Hein. Donc je suis à un endroit. Et là, à PK18, pour ceux qui ne connaissent pas PK18, il y a des super plages. Un peu à distance, un peu plus loin, ou même dans des cas extrêmes, là, le cas de ces élèves en Australie où il dit mon petit copain, il est à 500 km il habite à 500 km de là où je suis. Et on peut quand même travailler ensemble. Donc cette dimension de distance change aussi les scénarios. Il y aura moins de rencontres physiques plus la distance est grande ou c'est pas moins fréquemment. Donc c'est quelque chose aussi, il faut en tenir compte. Les gens qui suivent ma formation, ils sont à distance parce que ici il y a des archipels, il y a des îles, c'est compliqué de se déplacer systématiquement. Donc il faut en tenir compte dans le scénario. Le volume d'informations qu'on met à disposition de ces élèves, de ces apprenants, de ces étudiants. Quel volume d'informations je vais me donner? C'est d'autant plus compliqué qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a de plus en plus d'informations à donner, de plus en plus de données qui sont produites, et on peut être tenté de donner beaucoup de choses, ou on est obligé, dans certains cas, de donner beaucoup d'informations aux étudiants, de créer un écosystème un peu pédagogique. Quel volume d'informations je veux donner? Pour vous donner une idée, par exemple, ça c'est le volume d'informations qu'on peut retrouver dans Wikipédia. Et les petites tâches à côté, c'est les volumes d'informations qu'on avait dans les encyclopédies sur lesquelles nous on a appris, enfin moi, j'ai appris des choses autour d'Universalis Encyclopédia. L'encyclopédie papier et Wikipédia, c'est un tout petit dispositif sur Internet par rapport à la taille d'Internet. Mais pour vous donner un petit peu une idée, c'est que il faut calibrer le volume d'informations pour sa formation. En autre volume important, les volumes de vidéos déposées sur YouTube, c'est plusieurs jours par minute qui se déposent maintenant sur YouTube. Hein. On a dépassé les 10 jours de vidéos déposées par minute sur YouTube. C'est des volumes considérables. On est même, au-delà de ça, on est quasiment dans un flux d'informations qui arrive sans arrêt. Alors, est-ce que votre formation doit ressembler à ça? Non. On n'est obligé de pas aller jusque-là. Il faut la filtrer, il faut la qualifier, il faut la mettre à disposition. Mais dans certains cas, il y a énormément d'informations mises à disposition des étudiants. La dimension spatiale. Dans quel espace je vais faire la formation? On a l'habitude d'avoir des espaces formels, structurés, ordonnés, alignés, maîtrisés. Donc la salle de classe, on a tous connu ça. On commence à voir apparaître des choses un peu moins formelles, qui tendent donc vers l'informel. Des learning centers. Bon, j'ai mis le learning center
Lausanne, à l'EPFL, qui fait très grand comme ça sur la photo, mais qui n'est pas si grand que ça. Quand on visite, on peut faire le tour. Mais l'idée, c'est d'avoir des espaces moins formalisés, moins alignés, moins structurés, où les étudiants peuvent aller voir, mais qui sont fonctionnalisés, retrouver l'électricité, du numérique, des services qui sont à disposition, qui leur permettent de mieux apprendre, d'échanger, de préparer, de collaborer, etc., etc. Donc on a cette dimension. Est-ce que j'ai un espace comme ça? Est-ce que j'ai la possibilité d'envoyer mes apprenants dans des espaces comme ça, sans oublier la dimension complètement informelle, ou des espaces complètement informels, où quand j'allais sur les campus, quand vous avez des tramways qui amènent les étudiants, on les voit qui révisent, qui préparent, qui sortent leur emploi du temps, qui reprennent une petite vidéo au dernier moment, avant d'aller en classe, avant d'aller en cours, avant d'aller en amphi. Et là, on est sur vraiment de, hop, j'ai besoin d'un truc, hop, est-ce que je peux le récupérer, réviser un truc, reprendre une vidéo, terminer un questionnaire, reprendre une notion, relire une notice sur une tablette, sur un smartphone, en mobilité, on peut faire à n'importe où, dans un train, dans une salle d'attente, etc., etc. Donc on est sur des structures complètement différentes, donc ça implique des scénarios là aussi complètement différents. On peut scénariser des choses dans les espaces formels et proposer des activités dans les espaces plus ou moins formels, on va dire, débrouillez-vous. Donc là aussi, c'est cette dimension-là, formelle, informelle, c'est quelque chose qui peut se préparer, qui peut se structurer. La taille des écrans. Aujourd'hui, on a toute une gamme de tailles d'écran assez conséquente, assez considérable, de la montre connectée jusqu'à la télé connectée, toute une gamme d'écrans considérables. Ces premiers écrans, les petits écrans, tablettes, smartphones, ça peut représenter dans certains cours jusqu'à 30% des gens qui viennent avec ces outils-là, dans un contexte universitaire. Après, il y a des contextes spécifiques, mais donc c'est pas négligeable d'adapter, penser, qualifier un peu les contenus qu'on va mettre. Il y aura du multi-écran, nécessairement. Tous les gens ne vont pas venir avec des grandes télés connectées, avec des grands écrans de haute qualité. Il y aura un peu tous les types d'usages, il faut y penser un petit peu. Bon, pas forcément tout le temps, mais avoir des choses au moins qui soient accessibles, les en-têtes de chapitre, les premières vidéos, des choses comme ça, surtout sur format d'écran. La autre chose qui concerne l'équipement de vos apprenants, c'est la taille du tuyau. Alors je vous ai trouvé un petit tuyau et des gros tuyaux. En gros, ici en Polynésie, tous les archipels, toutes les îles dans les archipels n'ont pas forcément, ou les atolls n'ont pas forcément, ne sont pas encore connectés à la fibre, gros tuyaux. Il y a encore des petits tuyaux, donc c'est compliqué de se connecter. Des fois, le tuyau est même coupé. Donc il faut trouver des solutions alternatives qui existent. On a des solutions de Moodlebox, de plateformes déconnectées. On les met dans un petit boîtier qui peut jouer localement, des choses comme ça. Mais c'est important aussi, est-ce que je peux mettre beaucoup de documents? J'en reviens à la dimension volume d'information. Si j'ai des gros tuyaux, on peut y aller, mettre des vidéos, mettre des contenus, des belles images, des gros PDF, des documents à télécharger. J'ai un tout petit tuyau et là, il faut tourner un petit peu les méninges pour trouver d'autres solutions, des solutions alternatives, des solutions plus légères qui permettent d'accéder au contenu dans ce contexte-là. Alors, je reviens à mes tuyaux, on vient de plus en plus sur du gros tuyau ici aussi, hein, donc on peut... sur pas mal de coins en Polynésie, travailler dans de bonnes conditions. La dimension cognitive. Qu'est-ce que je vais demander à mes étudiants? Sur quoi je vais les faire bosser? Sur quel niveau je veux qu'ils atteignent? En fonction du volume, la durée, etc. etc. Donc là, j'ai repris la pyramide de M. Bloom avec ses différents niveaux. Est-ce que je reste au niveau de la connaissance? On demande là juste pour se souvenir mémorisé, on veut qu'ils montent à un niveau un peu supérieur, qu'ils comprennent ce que je leur raconte et pas seulement avoir une information mais commencent à la comprendre et qu'ils soient capables ensuite de la mettre en application ou aller un cran au-dessus, faire des analyses, faire des synthèses avec tous les éléments, les concepts, les informations, les notions que je leur donne jusqu'à prendre des décisions. Voilà. Où je veux amener mes étudiants? Où je veux amener mes apprenants et mes élèves. Donc il y a certains cas, on peut se contenter de ces deux premiers niveaux, puis d'autres cas, on a l'ambition d'aller beaucoup plus loin dans le dispositif qu'on met en place. Autre chose
quelle dimension communicative je vais avoir pour mon enseignement. Alors, j'adore ce graphique. Dans un groupe, alors après on va dire que ça c'est un groupe, on communique au niveau d'un groupe. Il y a un anthropologue, M. Dunbar, vous irez voir sa fiche Wikipédia, qui a en gros calculé en fonction de certaines zones dans le cerveau la taille de sociabilité qu'on a entre êtres humains. Un être humain est capable de gérer 150 connaissances, communication, conversation. En gros, c'est se rappeler du nom, du prénom, la dernière conversation qu'on a eue avec cette personne. Voilà, son degré de sociabilité, je ne sais pas si c'est ce terme-là, mais le nombre de gens avec qui on est en contact, qu'on est capable de se rappeler, la gaussienne est sur 150. Donc ça, c'est au niveau d'un groupe. On sait gérer une classe en présentiel. Maintenant, ils sont devant moi, les élèves. Alors, ils ne sont pas forcément 150, mais on peut gérer une classe. Et la communication au niveau du groupe, le vecteur, c'est la voix. Bonjour, comment allez-vous? Installez-vous. La voix, le corps, c'est le vecteur principal de la communication. Le niveau de communication supérieure, c'est la communauté. Donc ça peut être la communauté de tous les enseignants ou des fonctionnaires ici sur la Polynésie. Donc là, on parle en milliers de personnes. Ça peut être la communauté de tous les profs francophones. On parle en dizaines de milliers de personnes ou centaines de milliers de personnes. Les profs de maths, par exemple, du secondaire. Donc il existe plusieurs types de communautés. Et la dimension de communication supérieure, c'est le réseau. C'est des dizaines, centaines, des milliers, centaines de milliers de personnes, des millions de personnes, jusqu'à 2-3 milliards de personnes, tous les gens qui sont connectés sur Internet. Donc il y a différents niveaux de communication et les mécanismes de communication entre ces niveaux-là ne sont pas du tout les mêmes. On ne communique pas à un groupe comme on communique dans un réseau. Même si certains utilisent des outils de réseau pour communiquer au niveau du groupe. Vous faites un groupe sur Facebook, il n'y a que 30 inscrits, vous aurez un outil qui sert au réseau, mais vous l'avez concentré sur votre groupe. Mais la dynamique derrière n'est pas la même. La dynamique n'est pas la même entre la communication dans un groupe, les paramètres de communication dans un groupe, ce qui se passe dans un groupe, et ce qui se passe dans un réseau. Alors c'est pas moi qui ai fait ce fabuleux, ce simple schéma. Vous irez voir dessous, là, vous avez c'est Stephen Downes qui a fait ça. Vous me prenez pour un dingue, mais allez l'écouter, allez le voir, il est pire que moi. C'est lui qui a caractérisé un petit peu qu'est-ce qui caractérise la communication dans un groupe. C'est quelque chose qui a une unité de temps, une unité de lieu. C'est quelque chose qui est coordonné. Il y a un chef, il dit tel jour, à telle heure, à telle salle, on commence ceci. Ça peut être le directeur d'école, le chef de l'institution, du centre de formation. C'est quelque chose qui est fermé. C'est un processus qui est, c'est quelque chose qui est coordonné, pardon. C'est un processus qui, lui, par contre, est fermé. Ce qui se passe dans un groupe, dans une classe, dans le groupe de CM2 du Madame Machin, on n'est pas celui qui passe dans le couloir à côté, il ne sait pas forcément ce qui se dit. Quand vous êtes dans une formation un peu professionnelle, vous avez commencé votre groupe à discuter, quelqu'un passe dans le couloir, il ne va pas forcément comprendre le vocabulaire. Dans l'unité, j'ai oublié un truc aussi important, donc j'ai unité de temps, unité de lieu. C'est unité aussi d'attente sociologique, d'âge. Une classe de CM2, c'est une unité d'âge. Une classe dans une formation qualifiante, c'est une unité sociale de métier. C'est les gens qui viennent se former pour poser des tableaux électriques dans les appartements. Bah, c'est des électriciens qui ont tel niveau de qualification, donc c'est à peu près homogène, si vous voyez ce que je veux dire. À l'inverse, le réseau, il n'est pas du tout basé sur l'unité, il est basé sur la diversité. Regardez dans les réseaux qui constituent, vous avez des anciens étudiants, des collègues, des extérieurs, des entreprises, des gens en France, des gens à l'étranger, des gens à la retraite, des jeunes qui cherchent du boulot. C'est quelque chose de complètement diversifié. Là où le groupe, lui, est coordonné, le réseau, lui, il travaille en autonomie. C'est pas parce que vous allez dire, les gars, sur Facebook, il y a ça à faire, qu'il va se passer quelque chose. Ou à l'inverse, vous lui mettez discrètement une vidéo de cours en disant, bon, on va voir ce qui se passe, il pourra avoir des dizaines, des centaines, des milliers de vues. Donc, c'est pas quelque chose qu'on... Il y a un potentiel, mais il ne va pas forcément s'exprimer. Donc, c'est quelque chose qui est autonome. C'est basé aussi la dynamique de la communication en réseau sur l'ouverture, la visibilité. À l'inverse de ce qui se passe dans un groupe où on est sur la fermeture. Donc rien, je ne veux pas vous faire le détail de tous les paramètres, mais rien que sur ces trois paramètres-là, on est à l'opposé sur des mécanismes qui sont complètement opposés.
Et quand on met ça en œuvre dans un cours, on voit aussi qu'on est sur des logiques de communication qui sont différentes, qui sont voire même antinomiques et opposées. Dans quel contexte on peut mettre cette dimension réseau en pratique dans un cours? Typiquement, c'est les MOOC. D'ailleurs, celui qui a fait ce magnifique poster, c'est Stephen Downes, qui est à l'origine des MOOC par le monde, pour moi. Le réseau est basé sur la diversité, c'est quelque chose complètement autonome, le MOOC, basé sur la diversité des acteurs, des gens qui viennent apprendre. Vous pouvez avoir des jeunes, vous pouvez avoir des gens à la retraite qui viennent s'inscrire à votre cours, donc on est sur la diversité, complètement autonome. Vous mettez des informations, vous ne savez pas combien s'il y a 10, 20, 30, 10 000 personnes, 5 000 personnes qui vont la suivre et comment ils vont réagir par rapport à votre contenu, comment ils vont monter des communautés par rapport à ça. Il y a une certaine autonomie, leur donner des tâches à faire, mais derrière, ils s'organisent un peu comme ils veulent. C'est ouvert. Il y a une partie du contenu qui est visible, il y a une partie des choses qui sont accessibles, mais c'est ouvert aussi dans le sens où on ne demande pas un diplôme avant d'entrer dans un MOOC. C'est par intérêt qu'on va rentrer dans un MOOC, c'est pas parce que vous avez le bac, c'est pas parce que vous avez un master que vous êtes filtré par rapport à un MOOC. Il n'y a pas de condition d'entrée. C'est la motivation, vous comprenez pas. Vous êtes motivé, vous n'êtes pas motivé. Voilà. Donc, on est sur des choses qui sont différentes, on est sur des choses qui sont antinomiques, qui sont même parfois opposées. Et donc, on est sur des mécanismes, c'est pas évident pour les enseignants qui maîtrisent cette partie-là, pour la transposer dans cette partie-là. La communication, je sais gérer ma classe, je sais gérer mon groupe, j'ai toujours fait comme ça. Rentrer dans une nouvelle dimension de communication, c'est pas évident, hein. Surtout quand on a l'habitude d'être dans sa petite zone de confort, enfermé dans ses petites certitudes, avec ses petits contenus, c'est mon cours, personne ne peut le voir, en disant là maintenant les gars, il est open, c'est pour tout le monde. Je caricature un peu entre les deux, mais on a ces deux extrêmes-là. Mais du coup, c'est pas facile de passer à l'autre. Il y a une dimension aussi collaborative dans votre formation. Quel niveau de collaboration? Comment vous voulez que vos élèves travaillent, que vos apprenants travaillent? Est-ce que vous les scénarisez pour qu'ils bossent tout seuls dans leur coin? Ou est-ce qu'ils vont travailler en groupe, en binôme? Ou les gars, construisez-vous un réseau de savoir, allez chercher des experts un peu partout. Ça se scénarise, ça se prépare. Il y a une dimension aussi sur les formations pépéta, financières. D'un extrême à l'autre, ouais, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, au cours payant. Mais ce qui veut dire, si on fait un cours ouvert à tous, c'est pas pour autant que le cours, il n'y a pas un modèle économique. Même si dans le monde universitaire, modèle économique, c'est très compliqué pour certains. Je me comprends. Gratuit, c'est pas forcément sans argent. Le contenu peut être gratuit, les activités peuvent être gratuites, mais à la fin, vous pouvez demander un certificat de participation, un badge ou des choses comme ça. Et là, à ce moment-là, c'est payant. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle le modèle freemium. Vous avez accès à des contenus gratuits et si vous voulez, si ça vous intéresse, vous payez pour qualifier votre activité, qualifier votre badge, avoir un petit diplôme qui montre que vous avez fait une formation par ce biais-là. Donc, c'est un des modèles, ce n'est pas le seul qui existe sur les MOOC, par exemple. Ben voilà, j'ai fait un petit tour des différentes dimensions qu'on peut donner aux enseignants. J'ai dit 20 minutes, j'étais un peu plus rapide. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on continue en mode asynchrone, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez retrouver ce support sur mon SlideShare, cette vidéo sur mon YouTube, discuter sur Twitter, poser des questions en privé sur mon mail. Merci à tous, à la prochaine.